Clim, Clémentine, Gilbert. Gilbert, on va parler d'une question qu'on n'ose pas forcément aborder quand on est dans un couple, c'est la masturbation. Quand on parle de masturbation, on se demande est-ce que ça peut nuire à la sexualité du couple, justement. Si on veut faire une réponse courte, ça serait pas forcément. Mais on va détailler. La sexualité, la masturbation plutôt, fait partie des manifestations naturelles de la sexualité. On la retrouve d'ailleurs chez certains d'autres mammifères que les humains. Et on sait que c'est fréquent, puisque parmi les personnes en couple, les statistiques montrent qu'une femme sur 3 et 2 hommes sur 3 disent se masturber au moins une fois par mois. Et parmi ces personnes, 1 sur 2 dit se masturber au moins une fois par semaine. Donc ce n'est ni rare ni forcément inquiétant. Alors on peut se dire quand même que si on continue d'avoir ce besoin alors qu'on est en couple, est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème d'insatisfaction, un manque ou peut-être le début d'un problème ? Pour répondre à cette question, je vous conseille de voir les choses en distinguant 3 types de situations. La première, ce qu'on peut appeler la masturbation complémentaire, c'est-à-dire tout va bien dans le couple, mais on va se masturber parce qu'on a envie, parce qu'on aime bien, ça fait partie de notre sexualité. Je dis souvent que c'est un peu comme un petit encas qu'on se ferait tout seul, alors qu'on adore avoir des repas à 2. La deuxième situation, c'est la masturbation compensatoire, c'est-à-dire il y a une frustration, il y a un manque, et on va avoir une masturbation à la place des relations sexuelles. Si c'est quelque chose de temporaire, transitoire, ça ne posera pas de problème. Si ça dure dans le temps, ça peut devenir problématique. La troisième situation, c'est la masturbation addictive. Là, il n'y a pas de relation avec la situation du couple. C'est une perte de contrôle, une addiction à la masturbation, problématique personnelle. En revanche, ça peut devenir quelque chose qui pose problème dans le couple. Donc, au final, la masturbation en tant que telle n'est pas un verdict, c'est plutôt un indice. Tout dépend de ce qu'elle traduit. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quelle situation on est ? Parce que la frontière n'est pas toujours évidente et on se demande à quel moment ça devient problématique dans le couple. Je vous conseille de retenir 3 signaux d'alerte. Le premier, c'est le fait de commencer à préférer la masturbation plutôt qu'à avoir des relations sexuelles. Le deuxième signal, c'est la source de tension dans le couple, si ça devient sujet de conflit. Troisième signal, perte de contrôle. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de la fréquence de la masturbation, parce que la fréquence en elle-même n'est pas un signal, c'est plutôt le retentissement sur la qualité de vie sexuelle, qualité de vie intime du couple. Alors, on a compris les situations où ça pouvait poser problème, mais est-ce qu'à l'inverse, la masturbation, ça pourrait avoir un intérêt au sein d'un couple ? Je sais que ça peut surprendre, mais la réponse est oui. Par exemple, lors de la masturbation, on va se découvrir, mieux se connaître, ce qui va permettre ensuite, lors des rapports sexuels, de mieux guider aussi notre partenaire sur nos préférences. Il y a aussi des situations où nous, sexologues, on prescrit la masturbation. On parle de masturbation thérapeutique, des exercices qu'on va faire pendant la masturbation. Par exemple, on va bouger notre périnée pendant la masturbation. On va apprendre à stimuler de façon différente, ce qui peut aider à obtenir un orgasme plus facilement, apprendre à retarder l'éjaculation, améliorer l'érection, etc. Et puis pour être terre à terre, il y a des situations où la masturbation permet de faire de sorte que notre désir ne devient pas une pression sur l'autre. Bon, je n'avais jamais entendu parler de ces prescriptions de masturbation thérapeutique. Bienvenue au MAC de la santé. Alors, quels conseils on peut donner à ceux qui n'osent pas forcément en parler ? Parce que dans un couple, c'est un peu tabou. C'est souvent difficile et je vous conseille dans les situations difficiles de faire simple. Les règles, c'est on choisit un moment au calme pour en parler, on utilise un ton qui n'est pas accusatoire et on se met plutôt dans un état d'esprit que j'appelle vraie sincérité bienveillante. Voilà, curiosité sincère et bienveillante. Et on pose la question qui change tout, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est plutôt un besoin, un complément, etc. C'est un donut ou une... Est-ce que c'est un encas ou est-ce que c'est une compensation ? Et si on voit que malgré ça, la discussion reste bloquée, évidemment, on demande une aide extérieure, sexologue, thérapeute de couple. Je vous rappelle que ce n'est pas la masturbation qui va mettre en danger le couple, c'est plutôt le fait de garder un silence sur une situation de mal-être. Eh bien, merci beaucoup Gilbert de ces conseils, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup et très utile. Et tout de suite, on retrouve Clémentine Portier-Kaltenbach. Mais avant ça, on a reçu la question de Françoise qui nous demande si on peut vraiment guérir d'un cancer du poumon plus facilement qu'avant. Eh bien, Françoise, nous répondrons à votre question et celle des autres téléspectateurs dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au cancer du poumon et aux nouveaux traitements. Clémentine, vous nous parlez d'Emily Davidson, grande figure du mouvement des suffragettes au Royaume-Uni qui milita au début du XXe siècle pour le droit des femmes.
Sauf qu'elle a risqué sa vie pour défendre sa cause. Comment Emily Davidson est-elle devenue ce qu'on appelle une suffragette? Regardez là, Jimmy, vous voyez ce qu'elle porte à la main, c'est son diplôme, à l'évidence. C'était une jeune femme très brillante. Elle est née en 1872. Et comme elle est très brillante, eh ben, elle peut faire des études, chose qui n'est pas fréquente pour une femme. Elle est reçue à Oxford. Elle passe tous ses examens avec succès. Et à l'arrivée, est-ce que vous croyez qu'elle ait un diplôme? Elle a dû avoir un sous-diplôme, parce qu'en fait, les femmes ne peuvent pas être diplômées d'Oxford à l'époque. Donc, c'est vraiment une source de frustration. Il se trouve qu'un malheur n'arrivant jamais seul, au même moment, elle perd son père, elle n'est pas mariée, donc elle n'a plus aucun moyen de subsistance. Et donc, quand on est une femme, qu'on ne peut pas exercer les métiers des hommes, malgré le fait qu'on ait suivi des études brillantes, eh bien, elle devient gouvernante et puis un genre de préceptrice. Mais comme ça a généré beaucoup de frustration, eh bien, en 1906, à l'âge de 34 ans, elle rentre dans la Ligue politique, l'Union sociale et politique des femmes, d'Emmeline Punkers, qui est un mouvement qui milite pour le droit de vote des femmes. Et elle va devenir une espèce d'activiste survitaminée, absolument déchaînée. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne va pas se contenter de distribuer des tracts autour d'une tasse de thé? Ah oui, non, ça, c'est pas le genre d'Émilie. Alors, Émilie, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Par exemple, elle arrive à pénétrer à l'intérieur du Parlement, à Westminster. Elle passe par les conduits de ventilation, oui, les conduits de ventilation, exactement. Puis une autre fois, 3 fois, elle a fait ça. Une autre fois, elle rentre, elle va se cacher dans un placard à balai qui se trouve juste à côté de la Chambre des communes, parce qu'en fait, son objectif, c'est d'arriver à entendre de quoi parlent ces beaux messieurs et dont les femmes sont privées, puisqu'elles sont privées d'expression dans le monde politique, si vous voulez. Mais elle ne va pas se contenter de ça. Une autre fois, elle fait faire des fausses bombes, des sphères en métal, et qui sont agrémentées d'une étiquette sur laquelle est écrit bombe. C'est évidemment pas des explosifs, mais elle va les balance dans les fenêtres de Westminster. Alors cette fois, c'est trop, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, elle va être arrêtée 7 fois et incarcérée 7 fois en 4 ans. Et comme le pratiquent toutes les suffragettes à partir de 1909, parce qu'elles voudraient être reconnues comme prisonnières politiques, ce qu'elles sont, puisqu'en fait elles manifestent, ben voilà, on envoie la pauvre, on l'arrête. On l'arrête pourquoi? Parce qu'elles demandent le droit de vote. Donc elles voudraient être prisonnières politiques, et comme on leur refuse, elles font la grève de la faim. Grève de la faim, vous le savez, c'est le fait de s'arrêter de s'alimenter. Alors, on peut survivre quelques jours, quelques semaines, le corps finit par puiser dans ses réserves. Mais au bout du bout, il y a la mort qui nous attend. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs le prétexte que va saisir l'administration pénitentiaire pour pratiquer le gavage. Alors, le gavage, en quoi ça consiste? Donc, vous voyez, on s'y met à plusieurs personnes, le personnel médical et puis des gardiennes de prison. Pour maintenir la femme qui, évidemment, se débat, la malheureuse, regardez, on va lui passer, là, il semblerait qu'on lui passe par le nez ce gros tuyau en caoutchouc, soit par le nez, soit par la bouche. Au bout il y a un genre d'entonnoir et on fait passer dans le tuyau un mélange d'œufs et de lait, et qui lui arrive directement dans l'estomac, parfois trop chaud, bien sûr. C'est vrai, ça rapproche de la torture. On imagine des accidents, ce n'est pas toujours très bien passé. Exactement, c'est extrêmement brutal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dents cassées, des vomissements, des étouffements, et puis surtout, il peut arriver que le tuyau soit pas bien positionné et que le mélange d'œufs et de lait arrive dans les poumons, des nausées, enfin. Donc, c'est une vraie torture, mais l'administration pénitentiaire, elle prétend que c'est tout à fait... c'est dans l'intérêt. Oui, c'est l'intérêt de la prison, c'est l'intérêt vital de la prisonnière, et que c'est pas du tout douloureux. Alors, avec toutes ces incarcérations et ces gavages brutaux, est-ce que Émilie, de son vivant, a réussi à assister à l'adoption du droit de vote des femmes? Malheureusement, non. Je précise, entre parenthèses, qu'elle a été gavée 49 fois. Et le record du gavage, c'est une suffragette qui a été gavée 200 fois. Bon, alors, elle ne verra pas l'adoption du vote pour les femmes, parce qu'elle va mourir dans un dernier coup d'éclat absolument spectaculaire. C'est le 4 juin 1913. Elle se rend à Epsom. Vous savez qu'à Epsom, il y a une course hippique qui est vraiment mythique en Angleterre. Et son ambition, c'est de prendre le fanion du mouvement social et politique des femmes et de l'accrocher sur Hamner, le cheval du roi et de la reine d'Angleterre. Donc, on voit la scène. Elle passe la rambarde quand elle voit arriver le cheval, et elle a totalement sous-estimé la puissance du cheval et sa vitesse. Donc, elle n'a pas du tout eu le temps d'accrocher son fanion. Elle est renversée, fracture du crâne. Elle est hospitalisée. Elle meurt 4 jours plus tard. Et ça sera le plus grand rassemblement de suffragettes jamais organisé en Angleterre. On voit on peut voir sur YouTube. On voit en direct. On voit la mort en direct d'Emily Davidson. Donc, grand rassemblement après sa mort. Le droit de vote est accordé aux femmes 5 ans plus tard. Elle ne l'aura pas vu, mais
il y avait déjà en 2013, il y a eu quand même, on a inauguré une plaque à Epsom, au lieu où elle a été renversée par ce cheval. Mais 15 ans, voilà la plaque à Epsom. Mais 15 ans auparavant, il y a un député anglais, seuls les Anglais peuvent faire des choses aussi spirituelles. Il y a un député anglais qui avait mis en cachette une plaque commémorative à Emily Davidson dans le placard à balai où elle avait passé la nuit. Et en rêvant du jour où les femmes pourraient voter et elles aussi participer au débat, chose qui est faite aujourd'hui, Dieu soit loué. Voilà. faut lui dire un grand Pensez merci, pour Emily ouais. Davidson. Merci beaucoup Clémentine, c'est vraiment passionnant.